Ouais, on va vous montrer parce que là, je vois qu'on a tué Ouais. le chat en 10 minutes. On a quand même des news positives à vous présenter, les gars. C'est juste vous donner des perspectives, qu'il n'y ait pas de faux espoirs non plus, qu'on soit toujours avec un œil minutieux sur ce qui existe et pas vous vendre de l'opium à 2 balles. Parce que c'est important aussi, je pense, de prendre du recul sur le sujet et de ne pas se mentir non plus. Est-ce que pour autant, nous, parce que si vous prenez que ça et que vous clippez ce truc-là, vous dites, ah, ils sont hyper bearish, ils ont tout vendu. Non, moi, je continue encore d'acheter aujourd'hui. Alors, comme dit Another Jack, on est des gros Mongoliens. Alors, on peut être des gros Mongoliens, hein, tous, hein, en fait, hein, d'acheter dans des périodes comme ça et tout. Simplement, moi, je me rends compte quand même qu'on est dans un sentiment de marché où la plupart des gens, en fait, sont ultra bearish. Ouais. Il y a quand même des analyses on-chain qui nous font dire qu'il y a quand même les gros qui accumulent et les retails qui sont éclatés au sol. Bon, moi, ça me renseigne aussi sur un pattern particulier et rapidement, tout peut changer. Et à partir du moment où tu ouvres les vannes des liquidités, ceux qui sont sur le côté et qui n'ont pas d'allocation, ça va aller très vite, très fort. Et moi, je pense que c'est ce qui risque d'arriver. D'accord. Là, l'idée, c'est de vous poser des questions ouvertes, hein. On n'a pas la réponse. On n'a pas la prétention de vous dire il va pas y avoir de bull run. On n'en sait rien, en fait, hein. On est comme vous, hein. Hmm. A priori, on serait tous milliardaires si on savait ce qui allait se passer. Pour l'instant, c'est pas le cas, les gars. Donc, pour répondre à ta question, Juju, du nombre de tokens existants en 2021, la donnée, c'était à peu près je crois que c'était 100, 150 000 jetons qui existaient sur 2021, au pic, entre 100 et 200 000 jetons. Entre 2017 et 2018, c'était moins de 3 000, quand même, pour vous donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, on est presque à 37 millions de jetons. Voilà, pour vous donner un ordre Donc d'idée. 90%, on est d'accord, c'est du même coin, principalement sur Solana, aussi sur Base. N'empêche, ils sont là, quoi. Avec zéro liquidité et sur lesquels vous ne pouvez pas trader, vous ne pouvez rien faire, hein. Mais ça existe. Voilà, c'est juste pour vous donner quelques infos. Donc, tiens, je repartage ton Voilà. écran, Théo. Yes. Tu me dis quand on voit, hein. C'est bon, c'est nickel. Et du coup, on va quand même finir sur ça, sur la partie M2 liquidité, sur qu'est-ce qui nous attend dans le futur, hein, parce que j'en ai parlé aussi dans une vidéo sur ma chaîne. Et alors, c'est pas forcément pareil, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est un peu comme dans le film The Big Short, les mecs qui sont super contents, mais à mon avis, ça c'est une thèse qui a été développée par Lynn Alden, non, sur la partie dominance fiscale. Vous avez les prévisions de dette des États dans le futur, hein. Donc vous regardez à part l'Allemagne, parce que bon, ils savent se serrer la ceinture un peu plus, mais dans l'idée que ce soit le monde, les pays du G7, les États-Unis, la Chine, enfin toutes les grandes puissances et zones économiques, on attend d'avoir de la dette et un poids de la dette qui ne va pas arrêter d'augmenter. Donc c'est vrai que pour le moment, on regarde plutôt tout ce qui va être taux directeur, les banques centrales, la Fed notamment, regarder un peu ce qu'ils font, hein, avec les emplois, l'inflation, ce qu'on a vu. Mais il y a aussi cette partie-là à pas négliger, donc la dette des États qui ne fait qu'augmenter, hein. Et nous, la France, on est pas mal là-dessus. Vous avez le graphique de la France, non? Donc poids de la dette en pourcentage du PIB. Donc bon, ça fait déjà plusieurs années, depuis 2020, où on est passé à plus de 100% du PIB au niveau de la dette et ça fait qu'augmenter, hein. Regardez les chiffres un peu de Bercy en 2024, c'est pas Jojo. Et à mon avis, on a toujours pas de budget pour l'instant, mais bon, on va voir comment ça se passe en 2025. Mais bon, dans l'idée, on est plutôt effectivement la tendance semble se confirmer, non, avec un poids de la dette qui augmente. Et après, vous pouvez regarder cet article là de Lynn Alden qui parle de fiscal dominance au final, où les poids de la dette des États à un moment pourraient être tellement importantes que ça serait eux qui décideraient au final de l'impression monétaire et des taux, c'est-à-dire qu'au final, pour pas plomber encore plus la dette et l'économie, le poids de la dette pour les États, au final, on pourrait se retrouver dans une situation où les banques centrales, malgré le fait que l'économie monte pas des données fortes, que l'inflation augmente, que l'emploi diminue, ils seraient quand même obligés de faire de l'impression monétaire et de maintenir des taux bas pour ne pas augmenter encore plus le poids de la dette des États. Et donc, c'est ce qui s'appellerait, au lieu d'avoir la dominance monétaire sur les politiques monétaires, ça serait la dominance fiscale. Au final, ça serait les États qui décideraient un petit peu de l'impression monétaire et des taux directeurs, tout simplement pour pas faire faillite. Donc, c'est aussi une partie. Donc, ça serait bullish pour les actifs à risque, hein, parce que ça voudrait dire qu'on a encore plus d'inflation et de l'impression monétaire et des taux bas, mais dans l'ensemble et pour les autres parties de la vie en général, ça serait peut-être pas ouf, mais bon, voilà, c'est une donnée que je voulais vous présenter pour savoir est-ce qu'on aurait de l'impression de liquidité ou pas. Et selon cette thèse, on en aurait. Bon, ça serait pas forcément pour les bonnes raisons, mais dans tous les cas, ça ferait pumper les cryptos. Voilà. Après, on va passer. Tu me dis si on le voit sur Ouais, les nickel. métriques.
pour le coup plus on-chain. Donc là, on voit les long-term holder supply, donc ceux qui détiennent du Bitcoin sur le long terme, ce qu'ils apportent sur le marché, non? Combien ils détiennent plutôt de Bitcoin. Et on se rend compte, mais déjà, première constatation, ceux qui en détiennent sur le long terme, ça fait qu'augmenter. Hein, c'est la courbe en bleu. On se rend compte, il y a des augmentations, des diminutions, mais ça ne fait qu'augmenter, ceux qui sont là sur le long terme. Hein. Donc le supply du Bitcoin, petit à petit, il va dans les mains de ceux qui sont là sur le long terme et les gros porteurs aussi. On va le voir après. Et on se rend compte, et ça on en avait parlé aussi, qu'à chaque cycle, donc là ça marche aussi pour le cycle de 2013, 2014, 2017, 2021, le 4e cycle où ça se reproduit au final. Quand on est en bull run, on a le supply des long-term holders qui diminue, pas tout simplement ils vendent, hein, on est d'accord. C'est des gens qui sont là sur le long terme, qui prennent des profits. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, jusqu'au top. Alors, on avait parlé avec Martin justement, est-ce que c'est pile au bottom? Ça arrive un peu après. C'est plus ou moins en même temps, mais ça peut arriver, se décaler un petit peu. C'est-à-dire qu'en général, il y a le top du bull run en termes de prix pour le Bitcoin. Et ça correspond plus ou moins au bottom de vente des long-term holders. Et après, ils commencent à réaccumuler petit à petit des Bitcoins. Donc, dès qu'on a passé le top et qu'on commence le bear market, ils vont commencer à réaccumuler du Bitcoin pour le prochain cycle. Et plus on se rapproche du bottom, plus ça accumule, hein, on est d'accord. Et après, tout simplement pour redumper sur le retail après. Et c'est des gens qui comprennent les marchés et qui se positionnent de cycle en cycle. Donc, en fait, là, on voit alors, je vais peut-être essayer de zoomer un peu. Est-ce que ça va me faire? Tac. Donc là, c'est une période un peu plus courte et on voit au final que le rythme des ventes et de baisse du supply des long-term holders a diminué un peu, hein, depuis le début de l'année, mais on n'est pas non plus sur un inversement de tendance. Hein. Si on voyait que le supply commençait à remonter, au final, on pourrait s'inquiéter un peu, parce que ça voudrait dire, historiquement, et ça s'est passé sur les 3 derniers cycles, il n'y a pas de raison que ça change pour celui-là, que les long-term holders, ceux qui comprennent bien le marché, commencent à réaccumuler en prévision d'un bear market et d'un futur bull run. Mais pour l'instant, on continue d'être sur des gens qui vendent du Bitcoin, hein, pour prendre des profits. Donc, tant qu'on n'aura pas un inversement de trend, de tendance, donc là, qui a un peu flémi dernièrement, mais dans l'idée, on n'est pas non plus sur un inversement. Donc, pour moi, le bull run continue, il n'y a pas de souci. Si on regarde le SOPR, donc le Short Term Holder Profit Ratio, donc est-ce que ceux qui sont rentrés au final depuis pas longtemps sont plutôt en profit ou en perte? Donc, s'ils sont en dessous de 1, c'est qu'ils sont en perte, et si au-dessus de 1, c'est qu'ils sont plutôt en profit. Hein. C'est les profits divisés par les pertes. Donc, s'il est en dessous de 1, c'est plutôt qu'on est en perte. Et là, pareil, en ce moment, on est alors pas très loin d'être en profit, mais dans tous les cas, 0,99, donc on est un petit peu en perte. Et en général, quand on est sur un SOPR en dessous de 1, et quand on est en dessous de 1, souvent de manière importante, ça veut dire qu'il y aura une augmentation après. Ça, c'est assez cyclique au final. Hein. On va le retrouver aussi sur toutes les autres métriques. Alors, on l'a trouvé ici. Là, on va trouver ici. Donc, la donnée, quand c'est bien en perte, en général, c'est que le retail s'est fait rincer et il y a une augmentation après. Ensuite, on peut regarder les gros porteurs. Sur le coup, sur Bitcoin, et là, qui ont un peu vendu. Hein. Donc, on se rend compte que là, on était plutôt sur une augmentation du supply. Donc, les whales accumulés, là, dernièrement, ils ont un peu vendu. Donc là, c'est plutôt bon, ok. Ils vont réaccumuler après, même si on sait qu'il y en a qui ont acheté aussi. Mais sur ces métriques-là, on sait que ça a vendu un petit peu. Et au contraire, on a un inversement de la tendance. Donc, on avait vu, je vais mettre en grand, sur Bitcoin. Donc, l'intérêt pour Bitcoin de la part du retail. Et là, on se rend compte qu'on est en train d'augmenter encore une petite fois. Donc, le retail est en train de commencer à raccumuler du Bitcoin, apparemment, sur les prix. Donc, peut-être parce qu'il est passé en dessous de 100 000. Donc, peut-être il ne veut pas louper l'opportunité. Mais vous voyez à chaque fois, au final, qu'on a bien descendu comme ça dans l'intérêt. Donc, que ce soit en 2021, entre le double bottom, que ce soit en mars avant la TH ou avant le pic de novembre. À chaque fois, c'est le même pattern. Désintérêt total du retail. Et quand on commence à
avoir plus de demandes, très souvent, on va vers des nouveaux ATH ou tout du moins des augmentations du prix. Donc là, on est parti pour le coup jusqu'en mi-janvier, on était clairement sur un désintérêt total. Et là, apparemment, on commence à regagner un petit peu d'intérêt. Donc tout simplement, il y a de la demande de la part du retail sur BTC. Donc on sera en droit d'attendre une augmentation du prix selon ce graphique sous peu. Ensuite, qu'est-ce que je voulais présenter? Oui, ce Le tweet-là, sentiment. Je l'avais vu aussi, il est marrant. le sentiment du marché, c'est juste au final pour on va pas non plus profond du tout. Peut-être clique dessus, mais Je sais pas si ça augmente un petit peu, mais dans tous les cas, voilà. Malgré les mauvaises nouvelles, au final, faut bien se rendre compte qu'à chaque cycle, et notamment le cycle dernier, on a à chaque fois, quand ça commence à être bien déprimé, comme en ce moment, tout le monde dit l'all-season c'est mort, il n'y aura pas d'all-season. Et là, vous regardez, c'est juste un petit extrait de plusieurs comptes qui, en janvier 2021, au début d'année 2021, où c'était exactement les mêmes messages que maintenant, tu vois. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'all-season, only BTC season, seulement la saison sur le Bitcoin, ce qu'on voit aussi apparaître maintenant. Bitcoin a doublé en prix, il n'y a pas d'all-season. Peut-être que l'all-season est un mythe. Et au final, voilà, c'est un sentiment assez commun, au final, où dès que tu as le sentiment qui au plus bas, tout le monde est déprimé, ça revient à chaque fois. Ce qui n'a pas empêché après d'avoir une des meilleures all-season qu'on ait jamais vécues. Donc voilà, c'est quelque chose qui se répète aussi. Et ça n'empêche pas aussi BlackRock, ça j'avais partagé un tableau d'Arkham, de regarder leurs holdings. Et donc là, sur le live de dimanche, il y en avait un peu moins d'Ether, parce qu'ils ont réaccumulé, il me semble, attends, il est où? Pour 284 millions d'Ether. Ils en ont rajouté cette semaine le 5 février. 100 000 Ether. Ouais, 100 000 Ether, donc à peu près pour 300 millions. Donc c'est quand même un peu curieux que des whales type BlackRock, qui continuent d'accumuler de l'Ether, si vraiment on était parti en bear market, ils devaient se casser la gueule, ça valait plus rien, c'était de la merde. Pourquoi BlackRock continue d'accumuler des Ethers? Et maintenant, ils sont quasiment 1 million 23 000 Ethers pour une valeur de 3,3 milliards. Voilà, tu as la balance historique, donc ça fait qu'augmenter. Bon, voilà, vous avez les holdings de BlackRock et eux, ils continuent d'accumuler, que ce soit Bitcoin, Ether. Bon, j'ai pas World Liberty Finance, le projet de Trump, non, avec son fils. World Liberty Financials, ouais. Ouais, qui tweet, moi, ça serait, mon petit doigt me dit que c'est un bon moment pour accumuler de l'Ether. C'était Eric Trump qui avait fait ça. Ouais, à la limite de la légalité, mais dans tous les cas, on sait qu'il y a des grosses entités qui accumulent. Et ça, c'est, on l'a évoqué au début, mais un sentiment retail complètement déprimé, complètement éclaté, pendant qu'il y a des gros qui continuent d'accumuler, notamment sur l'Ether, qui en ce moment est en train d'être accumulé pas mal sur les gros. En général, le move contrarien, c'est plutôt de suivre les gros que de suivre le retail qui est déprimé. Et moi, je me dis, ça, c'est une des thèses, pourquoi en fait ces personnes-là continuent d'accumuler maintenant alors que le prix est très bas s'ils n'attendent pas une hausse dans le futur. Surtout que c'est eux potentiellement qui vont faire la news, tu vois. J'ai vu un tweet passer, ça m'a fait rire, sur Nancy Pelosi, qu'on a déjà évoqué, dans la sénatrice qui est assez connue pour faire de la reine des délits initiés. Ouais, donc elle fait beaucoup d'insider trading. Et avec Trump, on passe dans un nouveau truc. En fait, eux, c'est même pas, ils ont la news avant, et du coup, ils en profitent. C'est juste, ils créent la news, en fait. Ils se positionnent avant, ils créent la news, et comme ça, c'est un autre level d'insider trading. Mais bon, dans tous les cas, c'est des gens qui sont peut-être un peu plus au courant ou qui peuvent manipuler le marché tout simplement. Donc, mais sachez que ces gens-là accumulent. Et justement, ils sont pas en train de vendre de l'Ether pour acheter la dernière saloperie à la mode. Ils sont en train d'en accumuler 300 millions chaque semaine. Donc bon, ça me pose question. Et très souvent, voilà, avant une grosse montée, justement, c'est ce type de sentiment qu'on a en ce moment qui existe. Donc, il n'y a pas forcément de raison de s'inquiéter, même si évidemment ça fait pas plaisir et on commence à gamberger, à se poser des questions. Mais bon, moi ça change pas mes pronostics par rapport à tout ça. Et il me semble que j'avais pas forcément plus de données sur tout ça, mais vous avez compris au niveau du cycle, voilà, on n'est pas sur des données qui indiquent une fin de cycle ou carrément qu'on est rentré en bear market et du coup on n'aura pas d'all season. Tout porte à croire et moi c'est ma conviction en ce moment. Bon, effectivement c'est pas fou au niveau sentiment, mais on est en droit d'attendre quand même une all season, avoir la pression monétaire, avoir la macro, avoir tout ça. Il peut se passer plein de choses, mais dans l'idée il n'y a pas de raison de penser qu'on n'aura pas une all season.
Et après, par contre, voilà, ce que tu as évoqué au début, les multiples, le temps, bon, à voir comment ça va se passer aussi, tu vois, parce qu'on ne peut pas garantir que ça va être comme en 2021. Et effectivement, à mon avis, ça va plutôt se concentrer sur certains players. Et comme on est dilué, il va peut-être falloir être moins gourmand aussi sur les multiples, parce que même si on peut avoir une all season, même si on peut avoir un peu d'impression monétaire, bon, avec ce qui a changé, les institutionnels, la dilution, peut-être qu'il y aura moins de multiples. Et ça, il faut le dire aussi, on ne va pas dire on va faire x100 sur tout notre bag. Bon, il va peut-être falloir se contenter d'un peu moins et donc sortir aussi plus tôt. Voilà. Je vais partager aussi deux, trois autres choses que je voulais vous présenter, les gars. Déjà, pour repartir sur la M2 Money Supply, vous pouvez aller sur le site de la Fed, qui est pas mal, en fait, qui vous permet de voir en temps direct en fait, où est-ce qu'on se situe. Donc, depuis 2023, on a eu une augmentation de la M2 Money Supply, évidemment. Donc, tout ça, ça a joué sur les performances du Bitcoin, de la crypto, etc. Et on est presque au même niveau de ce qu'on avait au plus haut de 2021, en fait. Mais pour l'instant, on n'est pas reparti sur du quantitative easing. Donc, ça revient à ce qu'on vous a expliqué au départ. Après, on peut aussi voir les choses différemment pour l'Ether. Là, je vous ai mis l'Ether face au dollar en daily. Si vous prenez depuis 2021, regardez, on est clairement dans un triangle de compression depuis le début. Donc, on verra un petit peu comment ça va évoluer. Mais il est tout à fait possible qu'on soit en fait sur un canal haussier et un pattern quand même extrêmement positif, si vous faites un peu d'analyse technique, ou peut-être qu'on va encore ranger pendant un certain temps. À partir du moment où on va venir casser à la hausse cette zone-là, qui pour l'instant est clairement une zone de résistance, si on vient la casser à la hausse avec un gros breakout, retest, et après une continuation, là, ça peut aller très, très vite, très, très fort, évidemment, parce que là, on prend un pattern quand même qui fait presque 4 ans, quoi. Donc, c'est monstrueux. Il y a aussi une autre manière de voir les choses. Si vous le regardez directement en Ether BTC, bon, c'est pas du tout le même type de pattern, quoi. Moi, je vous avais tracé une zone de support ici. On est venu tester en dessous parce que le Bitcoin a repris énormément en dominance, ce que je vous avais dit mercredi. Tout à fait possible qu'on ait atteint un point bas. Pour l'instant, on est toujours dans cette zone que je vous avais tracée depuis maintenant plusieurs années maintenant. Bon, est-ce qu'on va rester dans cette zone de support ou est-ce qu'on va encore continuer cette tendance parce que le Bitcoin reste encore très très fort? Ça sera à voir. Moi, je pense que si on n'est pas au bottom, on est quand même assez proche du bottom sur la paire Ether-BTC. Donc, moi, je continue encore d'en accumuler aujourd'hui. J'ai vu qu'il y en avait dans les commentaires qui disaient, de toute façon, qu'il y ait bear market ou non, en accumuler maintenant, en fait, on est quand même sur des prix historiquement bas pour l'Ether, à proprement parler. On est encore à presque 50% en dessous de l'ATH du précédent plus haut. Bon. Il y a plus d'upside, de probabilité d'upside que de probabilité de downside, pour moi, en tout cas aujourd'hui. Donc, toujours la question à se poser, c'est est-ce que on achète dans des moments intéressants? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que la probabilité que ça continue de baisser, elle est importante? Si oui, à peu près combien? Etc. etc. Là, pour l'instant, moi, ce que j'observe, c'est que la plupart des personnes soit vendent, soit ne font rien. Si vous prenez le contre-pied en vous disant j'y crois au vu de tout ce qu'on vous présente, et j'ai d'autres infos à vous présenter, si au vu de ce qu'on vous présente, vous dites moi franchement j'y crois encore, vous achetez dans des périodes où tout le monde s'y désintéresse. A priori, sur le long terme, c'est quand même plutôt positif, quoi. À l'inverse. Oui, après, faut pas oublier, pardon, je te coupe, mais qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de liquidité, parce qu'on voit sur les lives, il y a plein de gens qui sont rentrés by the dip, on a les poches un peu vides, parce que bon, il y a plein de gens qui sont préparés, donc moi y compris, j'ai fait pas mal de moves en fin d'année en prévision de l'all season, bon, qui tarde un peu, mais c'est vrai qu'on est pas mal rentré en novembre, décembre, tu vois, il y avait quand même des prix intéressants encore, même si on était sur un top local. Et du coup, ça fait dire aussi qu'on n'est jamais non plus hyper pressé parce que vous voyez, vous attendiez un mois et tu rentrais sur des prix hyper intéressants. Et pour pas mal d'altcoins, tu retrouves des prix même de 2023 pour certains. Donc, c'est jamais urgent et de FOMO les bougies vertes, même si c'est ce qu'on a tendance à faire. Et surtout les nouveaux qui rentrent attirés par tout ça. Mais dans l'idée, voilà, un autre exemple qu'encore une fois, ça sert à rien de se précipiter. Et c'est toujours bien d'avoir un peu de liquidité. Voilà, il reste encore peut-être un petit peu, mais dans l'idée, je pense que ceux qui sont là sur le long terme, on est déjà bien investi dans le cycle. De toute manière, on ne s'attendait pas forcément à une correction aussi importante, même si elle pouvait arriver, on le sait très bien.
Donc, voilà. Et je pense qu'il y a cet effet-là aussi que les gens n'ont pas forcément énormément de liquidité à mettre à ces niveaux-là. Mais si vous avez les coronesses, les convictions et la thune pour le faire, à mon avis, je suis d'accord avec toi. Hein, je vois pas comment ça va pas réaugmenter à un moment ou un autre et sous peu quand même. Ouais. Puis surtout, tu vois, je sais pas si vous vous souvenez, les gars, de ce qu'on a connu sur la mini alt season. C'était pas vraiment une alt season en tant que telle, mais entre janvier et mars de 2024, la vitesse à laquelle le marché a augmenté rapidement. Dire des projets que vous pouviez avoir, il y en a certains qui ont pris de 200, 300, 500, 1000% en quelques mois. C'est ce qu'on a connu sur les 3 premiers mois de 2024 avec le lancement des ETF. Parce que ça aussi, c'est un truc de fou. C'est que tu te dis, les ETF, ça s'est lancé il y a à peine un an. En fait, on a tellement de news, on a tellement de choses qui arrivent en crypto qu'on a tout de suite envie d'avoir les trucs immédiatement, quoi. Mais plus ça latéralise, plus ça baisse, plus ça prend du temps, plus ça consolide, plus c'est intéressant pour nous parce que ça veut dire qu'on a des vraies zones de support. On a éliminé tous ceux qui n'avaient pas les convictions, n'avaient pas la psychologie en fait pour être sur le marché. Et je pense que beaucoup de personnes n'ont pas cette psychologie-là. Et plus pour ceux qui ont ces convictions d'être sur le marché, d'acheter dans des périodes comme ça, ou tout simplement peut-être même de ne rien faire, et peut-être que la meilleure chose à faire dans des moments comme ça, c'est de ne rien faire, bah, c'est eux qui au final retireront les bénéfices de ce cycle. Parce que je le répète souvent, mais l'objectif de ce marché, et même d'un marché de manière générale, c'est de faire perdre de la thune à la majorité des participants. Voilà. Et la crypto, bah alors c'est ça, mais fois 1000. Quoi, hein. C'est la majorité des gens achètent quand c'est vert et se disent bah moi j'ai compris, il faut pas acheter quand c'est haut, je préfère mieux acheter des bougies rouges. Et puis quand les bougies rouges arrivent, ils n'ont pas envie parce qu'ils pensent que ça va aller plus bas. Et quand ça remonte, ils rachètent. Donc non, la plupart des gens ne veulent pas acheter des bougies rouges, préfèrent acheter quand c'est vert, préfèrent acheter quand c'est ultra bullish et quand le truc il fait que monter. Si vous arrivez à prendre le contre-pied et de vous dire ok, bah, j'accepte de prendre un risque à l'achat parce que c'est ce que vous faites, vous pourrez vous permettre quand ça remontera d'être beaucoup plus conservateur pour vos prises de bénéfices par la suite. À l'inverse, ceux qui décident d'acheter dans des périodes quand au final le truc, tu as des confirmations, des golden cross, la M2 money supply, l'impression monétaire, et que tu as le Bitcoin qui pump, tu as l'Ether qui a la TH et tout, bon, bah là, a priori, ce ne sera pas le moment d'acheter, quoi. Voilà. Après, est-ce qu'il y a une garantie que ça continue comme ça ou que ça range encore pendant un certain temps? Tout à fait possible. Hein. Nous, on vous donne des éléments de réflexion. Je le répète parce qu'il y en a plein qui vont dire soit ils sont bearish, soit ils sont ultra bullish et tout. Aujourd'hui, à titre personnel, on le partage dans le programme d'accompagnement avec Mickaël, on continue toujours d'accumuler. Et il est tout à fait possible que cette période de latéralisation et de consolidation prenne plus de temps que prévu. Moi, je pense qu'il y a plus de chances et de probabilités qu'on ait une alt season, mais que si on n'a pas une injection de nouvelles liquidités, bah, elle sera peut-être assez différente de ce qu'on a connu par le passé. Et qu'a priori, acheter des projets qui ont pris des moins 95, moins 97% pour certains d'entre eux depuis leur précédent plus haut, c'est peut-être pas forcément non plus un mauvais achat en soi. Hein. S'il y a des projets qui vous intéressaient avant, quand ils étaient à la TH, si fondamentalement ils sont toujours aussi intéressants comme ça, vous devriez avoir encore plus envie de les acheter dans ce genre de période. Et la plupart des projets, et c'était ce que j'avais présenté sur mon live de mercredi, je vais représenter un petit peu le graphique. Hop, je ne vais pas tout vous remontrer. La plupart des alts sont, au niveau de leur RSI, hein, à peu près à 26. 26, en dessous de 30, on considère qu'on est en survente. D'accord ? Pour l'instant, on a le Bitcoin qui est au-dessus, considéré comme étant en surachat, mais bon, pareil, c'est à voir en fonction des différentes perspectives. Parce que là, c'est en 4 heures, d'accord, hein, si on regarde en une bougie égale 4 heures. Mais si on regarde sur la plupart des alts, aujourd'hui, sont considérés comme étant en survente. Survente, pas n'ayant pas eu de belles perfs, en étant en retard par rapport à leur cycle. Il n'y a pas eu des cascades de liquidité. Il n'y a encore pas eu grand-chose, en fait, globalement. Par contre, il est tout à fait possible, et je pense qu'il faudra faire un bilan dans les mois qui arriveront. Si on se rend compte qu'à la fin du deuxième trimestre de 2025, l'Ether, il est encore à 2000 balles, ouais, là, je pense qu'il va falloir se poser un peu plus de questions, quoi. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Je vous rappelle une dernière chose. Quand on a eu en 2024 une augmentation aussi importante sur le Bitcoin sur une période de pré-halving, ça s'était encore jamais vu. On l'a payé par la suite sur le marché avec une consolidation
sur le Bitcoin et sur le marché crypto sur une consolidation plus longue que ce qu'on avait connu sur les cycles passés. D'une manière ou d'une autre, en fait, quand il se passe quelque chose, on va le payer d'un autre côté. On va le payer par quelque chose d'autre. Et là, peut-être que l'augmentation et la mania qu'on a eue sur les mêmes coins, sur Pump Fun et tout ce qui s'ensuit, on est en train de le payer aujourd'hui. Et moi, c'est ce que je pense. Et que le sentiment qu'on avait, même quand, là, en novembre, après l'élection de Trump, je ne sais pas si vous vous souvenez, novembre, décembre, après l'élection de Trump, on était en overbought de partout, quoi. On était en surachat de partout, on était en grid, extrême grid de partout. Donc, au final, en soi, si on regarde uniquement ce facteur-là, c'est très sain ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est très sain. Et c'est peut-être une opportunité pour ceux qui savent gérer leurs risques, pour ceux qui ont encore des liquidités, pour ceux qui ont une vision long terme, d'accumuler des projets qui sont encore intéressants. Parce que moi, et je pense que toi, Théo, c'est pareil, je pense que le cycle n'est pas terminé. Je pense qu'il y a des variables toujours à surveiller. On est toujours dans l'attente de ce que va faire le marché. Mais acheter dans des périodes comme ça, des périodes basses, ça reste quand même pertinent, puisque la majorité des participants ont soit vendu à perte, soit s'y les intéresse. Et aujourd'hui, le consensus, c'est plus de dire il n'y aura pas d'alt-season, quoi. Il n'y aura pas d'alt-season, les terres c'est pourri, c'est de la merde, etc. etc. D'accord. Et il y a évidemment des problèmes sur les terres et des problèmes de partout aujourd'hui. Et on va peut-être être amené à en parler un petit peu. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter peut-être autre chose, Ouais, Théo. je voulais partager une petite donnée parce que j'étais en train de le regarder. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant pour finir sur cette partie-là. Tu me dis quand on voit. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est l'historique du Fear and Greed. Donc il y a en ce moment qui est à 35, Miedo. On est en peur. Et si vous regardez l'historique, donc là, il n'est pas forcément actualisé. Alors, je ne sais pas si les dernières données. Bon, 35, on est sur les niveaux de peur où on était sur la correction, donc au pire de la correction en l'été dernier, août, septembre, début octobre. Et on est même plus bas que là où on était en janvier, avant que ça commence à vraiment partir. Mais regardez à chaque fois, au final, avoir une grosse augmentation, le sentiment du marché, il est comme ce qu'on a maintenant. 40, 35, le Fear and Greed. Et juste après, ça augmente très très vite. On peut passer en quelques semaines d'une peur. Voilà, en septembre, on était à 26. Et quelques mois après, même pas 2 mois après, on était en grid extrême, donc avidité extrême. Il faut bien comprendre qu'avant une augmentation et justement le retour des prix, de l'avidité et des bougies vertes, on a un sentiment de marché qui fait que baisser. Et là, en ce moment, ça peut. La correction est à 23, là on est à 35, mais il faut bien se rendre compte aussi que c'est normal en fait d'avoir un sentiment de merde comme ce qu'on a en ce moment avant d'avoir une augmentation. On ne peut pas être toujours dans le vert, dans le fun. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que plus ça pump et plus ça pump fort, vite et en très peu de temps, comme ce qu'on a eu en novembre pour le Bitcoin en général et quelques alts aussi, au final, plus ça corrige et plus ça peut ranger pendant longtemps après. Donc c'est pour ça que si ça peut y aller tranquillement, qu'on ne soit pas obligé d'augmenter, comme ça peut être le cas sur Bitcoin, de prendre 16K en même pas 2 semaines fin novembre, c'est d'autant plus souhaitable que ça range un peu, que ça augmente doucement, parce que plus ça va vite et plus ça va fort, après plus on se fait rect derrière. Donc faut bien avoir conscience aussi. Et tant que voilà, si le marché est déprimé, en général, ça s'inverse. Vous voyez bien, on reste jamais déprimé bien longtemps, on reste jamais non plus en grid très longtemps. Donc là, si on est déprimé, ça veut dire que dans pas longtemps, on aura, pas longtemps, on n'a pas une frame exacte, mais dans tous les cas, on sera en mesure d'attendre dans le futur proche, on va dire, un sentiment de marché qui s'inverse en général avec les prix qui vont bien aussi. Voilà, c'est juste pour compléter sur la partie sentiment de marché, pourquoi en ce moment on est déprimé et qu'est-ce que ça peut mettre pour le cycle, quoi.